Bien, merci. Je remercie les organisatrices, les organisateurs de ces journées de m'avoir invité à faire cet exercice un peu compliqué. Donc, une synthèse des conclusions pour ces journées extrêmement riches que j'ai suivies donc, avec énormément d'intérêt, donc de manière assez passionnée, qui ont donc abordé de plein pied ce patrimoine iconographique qui n'est pas seulement, comme on l'aura vu, du patrimoine écrit, malgré le titre générique de ces journées, bien qu'il y participe en grande partie, il y a néanmoins, vous le savez, toutes et tous, une ambivalence possible à propos d'un livre illustré dont l'hybridité le fait basculer au fond du côté du patrimoine écrit. Et si le flou peut persister à propos des gravures, quelles qu'en soient les techniques, la question en revanche ne se pose plus vraiment à propos des photographies. Or, tous ces supports ont été abordés lors de ces 2 journées. D'une manière générale, ces journées procèdent d'une extension louable de la notion de patrimoine écrit. J'y reviendrai. Alors, je voudrais d'abord évoquer les grandes lignes de ces journées qui furent placées sous le signe d'enjeux, on ne s'en étonnera pas, partagés par les bibliothèques pour les collections iconographiques, comme pour les collections relevant plus traditionnellement de l'imprimé. Quels sont ces enjeux que l'on a très clairement retrouvés au cours de ces 2 journées? Donc, j'ai identifié 2 grands enjeux et puis je me suis posé 2 questions. 2 enjeux qui montrent que ces journées, d'ailleurs, ont été fort bien conçues, puisque ces enjeux recoupent peu ou prou, mais pas complètement non plus, les axes de ces 2 journées. Le signalement d'une part, la visibilité d'autre part, qui sont 2 choses que je distinguerai. Je vais revenir sur chacun d'entre eux, avant de m'intéresser à 2 questions qui ont, semble-t-il, également traversé nos débats. Celle du public, qui a été largement abordée cet après-midi, et celle plus vaste, et qu'il me sera impossible de traiter évidemment en détail ici, de la nature de ce que l'on appelle au fond un document iconographique. Parce que alors ça m'a beaucoup interrogé pendant ces 2 journées. Je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un document iconographique ? Alors, première chose, premier enjeu, le signalement des collections. Il semble qu'à la lumière des débats d'hier, on soit aujourd'hui à une forme de croisée des chemins. La variabilité des outils ne tient pas seulement à l'ancrage professionnel des institutions patrimoniales ici représentées, archives ou bibliothèques, donc EAD contre Unimark. Alors voilà, on a eu un match hier, voire Dublin Core. Même si cette tradition reste fondamentale dans le choix de tel ou tel outil, les pratiques n'étant au demeurant pas exemptes de certaines formes d'hybridité. Cette multiplicité d'outils de traitement et par conséquent de signalement est tributaire des contraintes de chaque établissement. On l'a compris, contraintes techniques, praticité de l'outil au regard de l'importance des collections iconographiques, mais aussi évidemment de la formation des agents, voire tout simplement en fait de la pratique, si je puis dire, historique propre à chaque institution. Alors, ces signalements sont aujourd'hui enrichis de surcroît, il en a été question ce matin, des fonctionnalités offertes par 3IF que l'on peut envisager. Alors ça m'a beaucoup plu, cette manière en fait d'envisager 3IF comme je dirais une sorte de couteau suisse en fait. Voilà, un couteau suisse dont les différentes API permettent justement finalement des fonctionnalités, des usages très complémentaires. Et l'on voit bien à quel point on est aussi aujourd'hui entré dans une ère d'hybridité des outils. Pour ce qui concerne très spécifiquement les outils de signalement, je pense que c'est peut-être pas dès l'année prochaine qu'il conviendrait d'y revenir, mais peut-être une fois que l'on aura passé certains caps en vue de la transition bibliographique en cours, et qui permettrait d'y revenir peut-être d'ici quelques années, car de ce point de vue, les révolutions sont en gésine et pas encore totalement accomplies. Les têtes ne sont pas encore tombées. Alors, l'accessibilité et la visibilité de ces images est évidemment un autre enjeu majeur et attendu de ces journées consacrées aux documents iconographiques. Et dans cet enjeu, tout n'est pas seulement question d'interface, même si celle-ci est centrale, nous venons de le voir à l'instant à propos de Mandragore. L'accessibilité tient aux modalités d'indexation. Il en a été question à de multiples reprises lors de ces journées. Elle est aussi tributaire des formes de valorisation abordées cet après-midi. Mais il y a un paradoxe aux documents iconographiques conservées en bibliothèque. En effet, ces images, puisqu'il s'agit d'images, sont produites au départ pour rendre visible ou fixer sur un support durable ce qui n'était pas jusqu'alors, pour, en d'autres termes, donner à voir ce qui pouvait faire l'objet jusqu'alors d'une description, mais certes pas d'une image.
cette définition, un peu comme ça au fil de l'eau, hein, du document iconographique privilégie évidemment la fonction documentaire des images, mais n'en exclut pas pour autant la dimension créative. Or, une partie de ces images, créées par le truchement de techniques traditionnelles, gravure sous des formes et selon des techniques diverses, photographie argentique, étaient destinées donc à rendre visible ce qui ne l'était pas. Et parfois, mais pas toujours, on fait ensuite l'objet d'une forme d'invisibilisation. Cela tient bien sûr à la masse de ces images, mais aussi à leur sortie, des modalités de circulation pour lesquelles ces images avaient été conçues. Évoquons par exemple la circulation des estampes à la pièce, ou celle commerciale des cartes postales, dont finalement, hein, j'imagine que dans toutes vos bibliothèques, vous êtes envahis sous les masses de cartes postales. Hein, en fait, hein. Moi, c'est une expérience que j'ai aussi de mon passé de bibliothécaire, hein, les dizaines de milliers de cartes postales. Hein, voilà un support typiquement dont, pendant des générations, au fond, on n'a pas su que faire. Et là, peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein, donc là-dessus, je vais y revenir. Le signalement de ces images les rend donc à nouveau visibles. Il les restitue à leur fonction primitive en les enrichissant de fonctions nouvelles dont, au fond, le processus de patrimonialisation est en quelque sorte le siège. À cet égard, le cas des images que je qualifierais de peu de valeur, entendons à faible valeur ajoutée patrimoniale, et par exemple celui des cartes postales qui ont été présentes en filigrane tout au long de ces 2 journées, sous la forme d'illustrations, sous la forme de citations, sous la forme de mentions, sous la forme d'illustrations de diaporamas. J'en ai beaucoup retrouvé, je les ai notés à chaque fois. Hein, c'était intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'intervention spécifiquement sur les cartes postales, mais il y en a eu tout le temps. Donc c'est pour ça que ça m'a inspiré un petit peu cet exemple. Et ce cas est donc tout à fait emblématique. Voilà donc des collections, je le disais à l'instant, dont on ne savait que faire parfois, ces dizaines de milliers de cartes postales présentes dans la plupart des bibliothèques municipales. Alors, certains ici ont été mes élèves, c'est un exemple que je prends souvent. Hein, voilà, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous appelle en vous disant « j'ai 20 000 cartes postales dans mon grenier et j'aimerais bien les déposer à la bibliothèque municipale ». Voilà, un dilemme cornélien classique hein, des bibliothécaires. Mais en l'occurrence, ici, ces collections dont on ne savait autrefois que faire sont des collections qui, je pense, sont tout à fait destinées à une nouvelle visibilité, pas seulement grâce aux apports d'une annexation collaborative, dont, on l'a vu, la tradition est déjà relativement ancienne et installée depuis les années 2000, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle, pouvant aider au renseignement, à l'enrichissement des métadonnées, à l'identification, voire à la géolocalisation de ces images, tant négligées jusqu'alors et pourtant si propices à des formes diverses de réappropriation et par conséquent de lien social, puisque au fond, le patrimoine, ça sert aussi à ça, à créer du lien social. Alors, 2 questions demeurent à l'issue de ces journées, non parce qu'elles ont été intentionnellement négligées, pas du tout, au contraire, même comme en attestent plusieurs présentations, mais parce qu'elles mériteraient, à n'en pas douter, d'y consacrer de nouvelles journées. Et je me tourne ici vers les organisateurs, organisatrices, voilà. Alors, bien sûr, il en a été beaucoup question cet après-midi, mais je trouve que c'est un sujet tellement important que c'est la place et le rôle des usagers, des usagères dans ces grandes entreprises de visibilisation et de mise en exergue de nouvelles collections, d'une part, et d'autre part, une interrogation sur les limites de ces corpus iconographiques sous la forme d'une extension qui nous conduirait des images aux objets, d'une extension, en somme, du domaine de la lutte bibliothéconomique. Donc ou patrimoniale, comme on voudra. Hein, voilà. La place des usagers, en premier lieu, la place des lecteurs, la place du public, chercheurs ou non, est évidemment tout à fait centrale. La question qui se pose n'est à mon sens pas tant pour qui rendre ces images à nouveau accessibles, mais plutôt, et on l'a vu d'ailleurs dans les interventions de cet après-midi, avec qui est-il possible de les rendre visibles? Qui pourra prendre en charge, par ailleurs, avec les bibliothécaires, ce qui demeure une des fonctions majeures du patrimoine, je l'ai dit, la création du lien social, une légitime réappropriation culturelle. Les exemples sont nombreux de la participation du public dans des projets collaboratifs dont il a été question ce matin ou cet après-midi, je n'y reviens pas. La communauté des chercheurs figure toujours dans l'horizon d'attente des grandes institutions patrimoniales et l'on a vu que plusieurs entreprises de numérisation répondaient aujourd'hui à la demande de ces mêmes chercheurs pour de grands projets dotés de financements remarquables, puisque tel est désormais le sort de la recherche, de fonctionner selon de grands projets.
Alors le terme de communauté a été à juste titre utilisé ce matin, en particulier pour la présentation d'entreprises participatives de grande ampleur, hein, donc, à l'image de Wikimedia. Mais il convient, puisque la fonction des images est par essence de circuler, et cette question de circulation, je voudrais un petit peu y insister, que les frontières entre les différentes communautés soient poreuses, qu'en d'autres termes, les images ainsi indexées et rendues visibles soient aussi bien pour des groupes, des usagers citoyens, comme il y a des photographes citoyens à la BM de Lyon, qu'elles puissent être rendues à la circulation. Les très beaux exemples de valorisation par l'essence et la création des BM d'Aix et de Nancy montrent à quel point, au demeurant, les bibliothèques sont aujourd'hui devenues expertes dans ces modalités de réappropriation. Ajoutons à cet égard, et toujours dans ce même ordre d'idées, que les modèles juridiques évoqués ce matin montrent que le réemploi onéreux d'images dans le domaine public par les institutions publiques elles-mêmes, quand bien même il est parfaitement légal, ne saurait plus étancher la soif d'usage de ces images. Le risque est très simple. Si l'on fait payer, on va contourner. Le risque est celui d'un contournement des institutions patrimoniales au profit de grandes entreprises privées, elles-mêmes détentrices de copies de ces images, mais dont la déontologie sera certainement davantage sujette à caution que celui de vos institutions. Alors, l'extension du corpus des images aux objets est une autre question que je souhaitais poser. Je n'évoquerai pas ici les images animées. Il y a eu une question tout à l'heure à ce propos, mais je crois qu'en effet, c'est tout à fait central. Mais alors, c'est presque, alors pour le coup, un autre monde, hein, en quelque sorte. Les enjeux et les problématiques en sont très spécifiques. On a vu à plusieurs reprises que lorsqu'on parlait d'images, on parlait aussi d'objets et la frontière est parfois poreuse entre ces deux catégories de documents. Les cartes et plans de grand format numérisés par les archives nationales ne sont-ils pas aussi bien des objets ? Les enjeux de la 3D ne sont-ils pas aussi bien ceux des objets? Ajoutons à cela toutes sortes de documents qui s'immiscent dans cette frontière entre iconographie et objet. Exemple que j'emprunte à ma propre expérience, certes restreinte, mais enfin, j'ai été conservateur au département des arts du spectacle de la BNF, et donc la question de la frontière entre les objets et les documents, elle est tout à fait importante. Maquette de décor plane, maquettes de décors en volume dans le domaine du spectacle, maquettes de costumes qui comprennent des échantillons de tissus, parfois agrafés sur les dessins, objets enfin, dessins et maquettes aussi dans un autre champ qui m'est cher, de jeux vidéo qui confinent parfois à l'objet, objets enfin dont se conservaient en très grand nombre à la contemporaine, fabriqués par les poilus à partir de cartouches, de toutes sortes de documents comme ça. Voilà autant de documents où transparaît l'iconographie, autant d'objets qui ne relèvent pas seulement d'un patrimoine ethnographique, à l'image de celui conservé au MUSEM et autrefois au MNATP, autant de documents dont la valeur patrimoniale a été augmentée par les usages du patrimoine lui-même, dont la patrimonialisation a donc été accélérée en partie grâce aux travaux des historiens et des historiennes de la Grande Guerre, comme aujourd'hui à l'histoire mondiale des objets qui est pratiquée par de nombreuses historiennes et de nombreux historiens. Autant aussi de documents qui sont entrés finalement dans le champ de la recherche et qui sont par là même devenus visibles et qui sont entrés aussi dans le champ, je dirais, en fait, d'une histoire plus populaire, y compris en fait par le biais d'émissions de télévision consacrées justement à cette histoire des objets, etc. Et voilà autre chose, un autre domaine finalement dont il conviendrait de s'emparer, mais qui procède, à mon sens, de cette question des documents iconographiques. Alors, j'en arrive à ma conclusion, rassurez-vous. Et avant ma conclusion, je formule un tout petit regret. S'il a beaucoup été question d'images dans ces journées, remarquons que, et ça c'est quand même assez intéressant, parce que je pense que c'est un tropisme aussi professionnel qui est aussi le mien, photographie, estampes, affiches, plans, etc. Tous ces documents, pour tous ces documents, il s'est souvent agi d'images isolées ou en recueil, en tout cas séparées d'un support imprimé. Nous savons toutes et tous que le livre est lui-même le siège d'images, que le livre illustré est un support majeur de l'histoire du livre, que les recueils, s'ils ont été constitués de manière factice en bibliothèque, sont aussi des recueils
de gravures édités ou des livres qui peuvent comprendre des photographies, sans même évoquer la littérature jeunesse, que la bande dessinée est depuis Töpffer le siège d'images fixes dont la particularité est de raconter des images sans que le texte et l'image puissent justement être dissociés. Cette hybridité intrinsèque à certains supports, voilà une chose qui était peut-être moins présente et qui pourrait être davantage présente dans d'autres journées, d'autres débats, d'autres échanges. Bref, il n'est pas seulement question d'iconographie en pièces ou en recueil, la question de l'identification des images présentes dans la production imprimée doit aussi pouvoir faire l'objet d'une attention particulière. Pour conclure tout à fait désormais, est-il besoin de répondre à la question posée dans le titre de ces journées? L'image aura-t-elle le dernier mot? Entendons cette expression au sens premier du terme. L'image viendra-t-elle submerger nos bases de données? Est-ce de l'image seule que procédera désormais le savoir? Là n'intervient pas seulement le cas des images engendrées par l'intelligence artificielle. Il n'en reste pas moins que nous avons évoqué à plusieurs reprises, vous avez évoqué à plusieurs reprises dans ces journées Midjourney. Et pour paraphraser Karl Marx, Midjourney est venu hanter tel un spectre l'Europe des bibliothèques. L'intelligence artificielle, dont je l'espère les institutions ne tarderont pas à s'emparer pour les collecter et les conserver, ces images constituées par l'intelligence artificielle. Sachant que la conservation de ces images numériques étant inséparable de celle de leurs métadonnées, leur origine, leur statut, leur fonction informative ou artistique sont elles-mêmes inscrites dans ces métadonnées. Je crois donc profondément que seules les bibliothèques et les institutions patrimoniales en charge de collections iconographiques seront à terme en mesure de fournir les éléments permettant d'établir l'authenticité ou la forgerie de telle ou telle image. Par conséquent, chers collègues, j'étais aussi bibliothécaire, c'est vous qui, à terme, parce que vous pourrez les conserver durablement, pourrez pour la postérité fournir les preuves de l'origine et de la fabrication des images. La conservation des métadonnées relève d'un pouvoir dont nous n'avons pas encore pris la mesure, je pense. Ce n'est donc pas de l'image que procédera le savoir, et à cet égard, l'image ne saurait pas avoir le dernier mot, ce sont les métadonnées qui auront le dernier mot. Et par conséquent, vous-même, chers collègues, à vous de saisir ces nouvelles images, ça commence aujourd'hui.